bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec mon ami Julien Galli du blog redevenir-humain.fr. Bonjour Julien. Alors le but de cette interview, en fait, c'est de discuter de ta méditation Vipassana parce que effectivement, sans se consulter, tous les deux, on avait décidé de faire Vipassana. Moi, je suis resté en liste d'attente et j'ai pas pu le faire. Et toi, tu as pu aller jusqu'au bout. Donc, du coup, je suis très intéressé pour avoir ton retour d'expérience. Donc voilà, j'aurais voulu juste savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a poussé à faire Vipassana, pourquoi et dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là. D'accord, oui, ben moi en fait, Vipassana, c'est quelque chose que je connaissais depuis une quinzaine d'années, je pense, parce qu'en fait, ma maman l'avait fait quand j'étais plus petit, je devais avoir une dizaine d'années, ou donc ouais, ça remonte à même plus que ça, donc une 10-12 ans, et donc c'était un nom que je connaissais. Donc je savais que c'était une méditation, une technique de méditation, mais j'avais pas approfondi le sujet. Puis il y a 2-3 ans, en fait, j'avais fait une première tentative en me disant, bah tiens, je vais aller faire ça. Et puis, comme ce qui t'est arrivé, j'étais sur liste d'attente. Donc moi, ça s'est débloqué, c'est-à-dire il y a une place qui s'est libérée, mais ils m'ont prévenu la veille du début de la méditation, et donc j'ai pas pu me débrouiller pour y aller. Donc je me suis dit, bon, c'est pas le moment. Puis du temps s'est écoulé. Et puis là, j'avais en fait la profonde envie de prendre du moment avec moi, de vraiment aller regarder à l'intérieur ce qui se passe et d'approfondir tout ce que je vis au quotidien, c'est-à-dire ce côté développement personnel, spiritualité qui m'anime, qui fait que je vis ça vraiment. C'est en fait la base essentielle de ma vie. Donc je me suis dit, tiens, c'est le moment. Et puis effectivement, je me suis inscrit et tout de suite, dans la journée, j'ai su que j'étais pris. C'était le moment, quoi. Voilà. En fait, en gros, ce qui m'a poussé, c'est vraiment cet élan d'aller regarder, de prendre du temps pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Ah oui, c'est vrai que c'est un voyage intérieur. Je ne sais pas si tout le monde connaît Vipassana, mais effectivement, c'est 10 jours de silence, de méditation. Il me semble avoir lu aussi que normalement, tu n'as pas de contact visuel avec les autres, c'est ça? Je ne sais pas, tu as peut-être une sorte de capuche et puis tu regardes pas les autres. Enfin, ça doit être un peu déroutant, quoi. Ouais, ouais, ça peut paraître déroutant comme ça quand on en entend parler. Seulement après, ça prend vraiment son sens. Donc oui, effectivement, on arrive le premier jour et dès le soir même, en fait, au début qu'on arrive, on peut parler, etc. On s'inscrit, on nous donne une chambre, etc. Et puis ensuite, il y a le premier moment en fait où il y a en gros, la première discussion où là on nous explique un peu comment ça va se passer, et à partir de ce moment-là en fait on fait plusieurs vœux pour 10 jours, donc qui comprennent évidemment donc le silence, c'est-à-dire ne pas parler, mais comme tu l'as dit, pas de contact. Donc pas de contact, c'est-à-dire pas de regard, pas de geste, pas de lecture, pas d'écriture, pas de téléphone évidemment, rien en fait qui puisse nous faire projeter ce que nous sommes en train de vivre à l'extérieur. C'est pour ça en fait que c'est mis en place, c'est pour vraiment approfondir l'introspection et nous permettre de profiter pleinement en fait de l'enseignement. Voilà. Donc le deal, c'est ce qu'ils disent très bien en fait, c'est de tester leur méthode 10 jours, honnêtement, consciencieusement, et puis si ça nous parle ensuite à nous de continuer, et si ça ne nous parle pas à nous d'aller vers autre chose. Voilà. Mais vraiment, cette ambiance quelque part participe vraiment à ce séjour, quoi. Ouais, donc c'est vraiment un voyage intérieur. Il n'y a rien qui puisse aller vers l'extérieur. Ouais. Tu peux nous dire un peu plus la journée type, parce qu'on se dit toute une journée de méditation, pas bouger ou autre. On se dit mais comment je fais pour tenir 12 C'est heures ça. en position du lotus ou assis sur un coussin par terre, ça paraît long.
c'était un peu mon interrogation parce que bon, je médite depuis de nombreuses années, mais jamais sur des durées comme ça parce que bon, la journée type, en gros, c'est on se lève à 4 heures du matin, donc déjà ça peut en rebuter certains. On se lève à 4 heures du matin, on commence la méditation à 4h30. Donc de 4h30 à 6h30, c'est méditation. Alors on peut méditer dans une salle de méditation où tout le monde est réuni, ou alors on peut méditer dans sa chambre. Voilà. En fait, au cours de la journée, il y a des méditations qui sont obligatoires, on va dire, dans la salle commune, et certaines qu'on peut faire dans la salle commune ou dans sa chambre. Voilà. Donc la première, c'est de 4h30 à 6h30. À 6h30, on a le petit déjeuner. Voilà, 6h30. Et après, en fait, on est en pause jusqu'à 8h. Donc moi, je profitais de ce moment-là de déjeuner et de repartir un peu me coucher pour me poser. À 8h, on a une méditation commune jusqu'à 9h. 9h, il y a le cours, donc là où il nous explique ce qu'on va travailler en fait dans la journée. Ensuite, on pratique le cours jusqu'à 11h. 11h, il y a un repas. Donc de 11h à 11h45, c'est le repas. Ensuite, nous sommes en pause jusqu'à 13h. 13h à 14h, méditation. Ensuite, cours. Ensuite, travail sur le cours jusqu'à 17h, il me semble. Alors, je sais plus si c'est exactement ça, mais en gros, c'est ça, jusqu'à 17h, méditation. 17h, goûter. Alors, pour les nouveaux étudiants, on a droit à 2 fruits et de l'eau citronnée, des tisanes, etc. Et pour les anciens étudiants, eux, ils ont droit qu'à l'eau citronnée, ils ne mangent plus en fait à partir de midi. Voilà, et ensuite il n'y a pas de repas du soir, et donc de 17h à 18h après le goûter, repos. 18h, on refait une méditation d'1 heure. Ensuite 19h, c'est le discours, donc tous les soirs il y a un discours sur ce qui s'est passé dans la journée, sur ce qu'on va ensuite voir le lendemain, etc. Donc ça dure de 19h jusqu'à 20h20, à peu près 20h30 il me semble. Et après on a une petite méditation jusqu'à 21h, 21h15 il me semble. Et voilà, et ensuite on repart dans le dortoir, et après une bonne journée de méditation comme ça, on n'a qu'une envie, c'est aller se poser. Surtout que le lendemain, on va se relever à 4h, etc. Et justement sur donc tous les enseignements, comme on parle pas, donc est-ce que tu peux échanger un petit peu ou Exactement. En fait, oui, la restriction enfin, du noble silence, c'est vraiment envers tous les étudiants et tous les bénévoles qui sont là pour aussi encadrer, parce qu'on s'occupe de rien en fait, hein, on est nourri, logé, le nettoyage est fait par des bénévoles, etc. Donc on se concentre uniquement sur soi, mais par contre, oui, quand on a une question relative en fait à la technique, on peut aller questionner l'enseignant. Il y a en fait pendant la pause de midi, après le repas, après 11h, enfin 11h on mange, et après entre midi et 1h, pendant la pause, on peut s'inscrire pour aller poser des questions à l'enseignant, et aussi après après les méditations de groupe. Quand l'enseignant est dans les méditations de groupe, l'enseignant est là, et à ce moment-là, on peut aller lui poser aussi une question si on a une problématique avec la technique. Et on a aussi un manager, donc lui qui est chargé en fait de l'intendance, qui est un ancien étudiant en fait, qui a été désigné en manager pour la session. Et à ce moment-là, si on a une problématique technique, je sais pas moi, des douleurs par exemple, insupportables ou etc., on peut voir avec lui pour avoir une chaise si vraiment c'est trop inconfortable, ou un dossier pour le dos, ou voilà, ou toute autre question relative au bien-être en fait dans le séjour, quoi. Voilà. Mais sachant qu'il est toujours demandé de le faire le moins possible. Voilà. Et pour l'enseignant, aucune question en fait, ils répondent pas aux questions philosophiques. Parce qu'en fait, c'est ça la particularité de Vipassana, contrairement à beaucoup de choses qui se font dans la spiritualité et le développement personnel. L'idée, c'est vraiment de ne pas alimenter le mental. Donc en fait, tout ce qui est question philosophique, de la compréhension mentale, ça n'a aucune place là. Ce qui est demandé, c'est vraiment d'aller pratiquer, d'aller faire soi-même l'expérience de ce qui se vit à travers cette méthode qui est mise en place, et donc de ne pas la conceptualiser, mais vraiment de la vivre. Voilà.
Et les méditations, elles sont guidées ou on te donne Alors, au départ les consignes et pendant 1 heure tu restes alors, avec ces consignes? alors en fait, au début de chaque enfin ça dépend. Quand c'est les méditations en groupe, il y a toujours des chants. Enfin, ça démarre généralement par quelques explications du créateur en fait de cette école. Parce que moi, je l'ai fait en fait à Dhamma Mai, donc qui est en dessous qui est à côté d'Auxerre, on va dire, et qui a été fait donc par S.N. Goenka, qui lui est un birman en fait qui a reçu l'enseignement de Vipassana, le Vipassana originel, parce qu'en fait, Vipassana, ça signifie vision pénétrante, et c'est la méditation originelle par laquelle le Bouddha est arrivé à l'illumination. Donc c'est vraiment dénué, enfin ils ont enlevé tout le côté mystique, tout le côté religieux. Le Bouddha n'était pas bouddhiste, c'est ensuite les autres qui se sont dit bouddhistes, mais lui à la base c'était pas du tout une philosophie, c'était vraiment une technique pour se libérer de la souffrance. Donc à chaque début de méditation on a une petite explication de ce qu'il faut faire. Voilà. Donc ça va être très simple, hein. Après si tu veux je pourrais détailler en quoi ça consiste. Mais et ensuite il y a souvent des petits chants, voilà, de temps en temps des chants en pali, voilà. Et sinon il y a le discours du soir, voilà, où là ça va vraiment parler de la journée, de ce qu'on va faire ensuite, voilà. Mais en fait c'est ce qui est bien, c'est ça, c'est que toujours pareil, dans le même but de pas nourrir le mental, il te donne juste le strict minimum pour que tu puisses travailler sans conceptualiser les choses, sans projeter tes concepts à toi ou ce que tu penses en avoir compris, etc. Là, ça se passe vraiment dans autre chose que de la... Oui, voilà. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça en fait que on ne peut pas parler avec les autres. C'est pour éviter de s'échanger ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Parce qu'en fait, par exemple, on pourrait dire, ah bah tiens, moi j'ai eu telle sensation, j'ai senti de la chaleur, une chaleur intense, etc. Ou des picotements partout dans les doigts et tout ça. Et donc, en fait, euh, chacun, on fonctionne tous comme ça, c'est-à-dire que même si on ne veut pas, ça va fonctionner comme ça, c'est-à-dire qu'on va y aller, et puis le truc c'est, putain, moi aussi je veux vivre ça, j'ai envie d'avoir ces sensations et tout. Et là, en fait, c'est de nouveau le mental qui reprend le dessus, et donc on perd la connexion avec la technique. On se fait parasiter un petit peu par le ressenti de l'autre qui est peut-être pas forcément le tien. Donc, Exactement. oui, et du coup, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans cette partie ou qu'est-ce que tu as trouvé facile, difficile Ouais, alors le plus aimé, ça va être, enfin en tout cas entre aimer et pas aimer, ça va être vite vu, j'ai tout aimé. C'est-à-dire, même s'il y a des moments très difficiles, je vais en parler, mais j'ai tout aimé parce que c'est vraiment quelque chose de transformateur, c'est vraiment quelque chose à vivre, quoi. C'est au-delà de tout ce que j'imaginais. Ça m'a apporté une transformation énorme, vraiment énorme. C'est même pas mesurable à quel point ça a transformé ma vie et que ça la transforme aujourd'hui, tous les jours en fait. Ce que j'ai le plus aimé, c'est l'efficacité. C'est que vraiment c'est de la pratique. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup pratiqué aussi d'autres méthodes, d'autres méditations, d'autres techniques de développement personnel. Mais là en fait on va à l'essence, c'est-à-dire que c'est ce qu'ils expliquent très bien, c'est qu'on va à la racine des choses pour se libérer de la souffrance, on va à la cause des causes. Donc ça, et en fait on voit très vite les effets que ça a sur nous, les effets que ça direct, c'est ça ce qui est génial, c'est pour ça qu'ils demandent aussi de le pratiquer sérieusement pendant 10 jours et de faire l'expérience, parce que tu vois directement les effets sur toi qui se passent. Voilà, donc ce que j'ai aimé, c'est aussi... la puissance de cette technique qui paraît toute simple. On se dit pas en fait en étant assis, en méditant, qu'on peut avoir des expériences comme celle-là. C'est-à-dire que moi j'ai eu j'ai eu des hallucinations, j'ai eu des visions, j'ai eu des libérations de douleurs qui en fait s'engramment dans le corps, où on pense en fait que c'est au niveau physiologique.
Et en fait, une fois qu'on a compris la méthode de méditation Vipassana, et qu'on arrive à regarder ces douleurs, ces souffrances sans aversion, sans avidité, elles partent en fait. Au bout d'un moment, elles partent. Parce que c'est le propre d'une sensation, c'est d'apparaître et de disparaître. Ce qui fait qu'elle va se renforcer, ce qui fait qu'elle va continuer à vivre, c'est le fait qu'on veut qu'elle soit là, ou le fait qu'on veut qu'elle parte. Voilà. Et quand on a vu ça, il y a des tas de choses qui disparaissent. Quand moi j'ai eu les 3 premiers jours, j'ai eu des douleurs mais incroyables dans le dos. J'ai cru que je n'allais pas pouvoir arriver à faire les 10 jours. D'ailleurs, au bout du 3e jour, bon, je suis têtu quand même, j'ai attendu 3 jours. J'ai demandé un petit dossier pour le dos, pour quand c'était vraiment insupportable, pouvoir me poser. Mais une fois que j'ai fait le Vipassana et que j'ai commencé à regarder, j'avais l'impression d'avoir des énormes kystes dans le dos, tu vois, une pléthore de gros kystes, tu vois, de gros kystes. Donc c'était insupportable. Et à un moment donné, j'en regardais un et à un moment donné, j'allais vraiment regarder sans vouloir qu'il parte. Juste regarder, observer. C'est vraiment le maître mot. Observer sans vouloir qu'il parte. Voilà, sans y mettre ah, c'est mal, j'ai pas envie que ça soit là, etc. Et au bout d'un moment, c'est parti, quoi. Et là, donc, j'ai compris et j'ai commencé vraiment le travail. Et là, il y a eu des tonnes et des tonnes de libération. Et comme je le dis, des hallucinations. J'ai vu des grosses araignées, des serpents. J'ai vu des scènes d'orgie. J'ai eu des scènes de souvenirs qui remontaient une fois que j'avais fini les méditations. En fait, j'allais dans ma chambre, je fermais les yeux et là, c'était incroyable. À un moment, je me suis même demandé si dans la nourriture, il m'avait pas mis du LSD. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. Et puis, tu peux pas communiquer avec les autres. Donc, tu te dis, mince, je suis en train de devenir fou. Et en fait, pas du tout. Ça participe du processus de nettoyage. Voilà. Parce qu'en fait, Vipassana, c'est ça. C'est en fait, on va nettoyer en fait en étant pleinement là, pleinement présent à soi-même. Pleinement présent aux sensations, parce que c'est ça la technique de méditation Vipassana, c'est amener à être conscient en fait des sensations qui se passent d'instant en instant et voir l'impermanence des choses, que en fait tout ce qu'on considère comme solide, c'est-à-dire notre corps qu'on considère comme solide, avec cette technique-là, on va aller goûter en fait tout ce que nous apprend la physique quantique, à savoir que nous sommes que vibration, nous sommes que de l'énergie en mouvement. Et ça, tu commences à le percevoir, c'est-à-dire que tu te rends compte que tu es parcouru de sensations en permanence qui viennent, qui apparaissent et qui disparaissent. Et le travail est uniquement là. Et en fait, quand tu fais ça, et que tu le fais avec, donc, comme je le disais, équanimité, ça c'est un mot qu'on entend tous les jours, quotidiennement, de nombreuses fois, parce que c'est vraiment la base de la réussite de Vipassana, c'est l'équanimité. Donc de regarder les choses sans avidité, sans aversion. Et à ce moment-là, on arrête le processus de la création de la souffrance. Et en faisant ça, les anciennes souffrances remontent en fait. En fait, on est en communication directe avec son inconscient. Et donc les anciennes souffrances remontent et se nettoient. Et ce qui est génial, c'est que tu n'as même pas besoin de savoir qu'est-ce que c'est que cette souffrance. Tu n'as même pas besoin de savoir. Par contre, après, tu peux avoir des images de ce que c'était. Moi, j'ai raconté plusieurs fois. Une fois, un moment, après une méditation, je suis un type de libération, etc. Et puis je vais dans ma chambre, je ferme les yeux et bon, j'ai l'image d'un chien qu'on avait perdu quand j'étais plus petit, etc. Donc voilà. Je me suis dit que ça avait peut-être à ce moment-là causé une souffrance et puis que là, elle s'était libérée, quoi. Voilà. Et il y a eu plein de choses comme ça. J'ai vu plein de choses se délier vraiment des attachements que j'avais à certaines choses, à certaines personnes, se défaire d'elles-mêmes en fait. Et là, tu vois vraiment le processus de transformation qui se fait de jour en jour, de moment en moment, d'instant en instant, et ça apporte un apaisement, une tranquillité qui est... Voilà, et donc, oui, pour répondre finalement à ta question, voilà, j'y viens. Qu'est-ce qui m'a le plus plu? C'est cette paix, quoi. C'est cette paix, même quand des fois c'est hyper agité, en apparence, douloureux, souffrant, il y a une paix, un espace qui accueille tout ça. Voilà, qui est vraiment un espace qui accueille tout ce qui se vit. Et ça, c'est... Waouh, c'est... Donc alors, ce que tu en retires, c'est une sorte
de sérénité, de paix intérieure, de nouvelles peut-être libertés, une nouvelle vision de ce qu'on est et tout ça. Et donc ça doit t'aider effectivement dans une direction d'un chemin de vie, de plus d'allègement, de moins de souffrance, et puis ouais, de prendre conscience de la dimension vibratoire de l'être. Donc de tout, exactement, ça change tout en fait. Et là, pareil, j'ai fait, en fait, ça m'a fait faire énormément de connexions entre ce que je pensais savoir, ce que je savais, donc qui était de l'ordre du savoir, et la réalisation, et donc les connexions qui se sont faites entre ce que je savais intellectuellement et ce que je vivais à présent, quoi, et ce que je vis à présent. Donc c'est vraiment ça. Au début, je disais waouh, ça a rajouté une pièce du puzzle, et puis après, ça sonnait pas vraiment juste en moi. C'était pas une pièce du puzzle. Là, j'ai vraiment vu en fait le modèle du puzzle à construire. Voilà. J'ai le modèle du puzzle à construire, et maintenant j'ai plus qu'à mettre les pièces pour construire le puzzle. Voilà, c'est vraiment l'image qui me parle le plus. Et dans ma vie de tous les jours, en quoi ça l'impacte? Ça l'impacte parce que rien quelque part n'a changé, mais tout a changé, quoi. C'est un peu cet adage, je sais plus, je pense que c'est peut-être bouddhiste, ou peu importe, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est vraiment ce à quoi ça renvoie. C'est au début la montagne est la montagne, pendant la montagne n'est plus la montagne, et ensuite la montagne est de nouveau la montagne. En gros, c'est avant, tu as une certaine perception des choses. Pendant, il y a tout qui se remet en cause, toutes tes certitudes, tes croyances, etc., qui sont vraiment bouleversées, etc. Donc tu sais plus trop où t'en es. Et après, tout redevient comme c'était, sauf que tu n'as plus du tout la même perception. Tu n'as plus du tout la même perception. Et c'est vraiment aussi la capacité à observer. C'est une capacité d'observation, de recul sur les choses, de ne plus en fait te prendre pour ce que tu n'es pas. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que depuis que nous sommes petits, on nous dit tu es ci, tu es ça, tu es, par exemple moi, tu es Julien, donc tu es un garçon, tu as tel âge, tu fais telle profession, ou tu as telle croyance, nana. Ça, c'est toi. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'est t'accueilli par ce que tu es, par la conscience. En fait, tout ça est accueilli, mais tu es bien plus vaste que ça. Et donc ça te permet de mieux te comprendre, de mieux t'accepter, de mieux accueillir ce qui se vit, de mieux aussi voir toutes tes certitudes, toutes tes croyances, toutes tes pensées, de ne plus t'identifier à tout ça, et donc de laisser un espace pour que vraiment la vie s'exprime. Voilà, c'est ça en fait. ouais, c'est transcendant, hein, j'ai envie de dire ça. Et je suppose que tu le recommanderais à n'importe qui a peut-être qui est un peu en questionnement. Moi, je le recommande à tout le monde. En fait, j'ai envie de vous poser, est-ce que vous avez envie de vous libérer de la souffrance? Est-ce que vous avez envie d'avoir une méthode simple, pas facile, mais simple, et qui vous permet de vous amener sur le chemin de la libération de la souffrance? Je pense pas qu'il y ait un être sur cette terre qui n'ait pas envie d'être libéré de la souffrance, de ne pas être libéré de la souffrance, quoi. Donc moi je le recommande. Après, il faut évidemment se sentir prêt, mais prêt à l'intérieur, parce que le mental va toujours trouver des excuses pour dire non, moi je vais jamais pouvoir faire ça, etc., etc. J'ai vu des gens là-bas qui n'étaient pas du tout dans la méditation, etc., même des gens qui n'avaient pas pris conscience de comment ça pouvait, enfin de ce que ça représenté, de faire 10-12 heures de méditation par jour, d'être dans le silence pendant 10 jours, etc. Et qui ont vécu les mêmes expériences que moi, parce que le dernier jour, en fait, avant de repartir, évidemment, on ne nous lâche pas dans le monde comme ça, on rompt le silence le 10e jour et on part le 11e, ce qui nous permet, et là, à ce moment-là, on échange avec les autres et on voit qu'on a vécu tous, mais quelque chose de tellement fort, et puis on ne s'est pas parlé, mais pourtant on se connaît, quoi. C'est comme si on était une famille, qu'on était unis, ça crée un lien qui est juste démentiel. C'est... et voilà, un amour, quoi, vraiment l'amour, une compassion,
c'est ça aussi que ça amène, c'est une compassion pour les autres, une compassion pour soi, mais une compassion pour les autres. C'est vraiment énorme. Parce que, en fait, ça je te l'ai pas dit, mais en fait, pendant la retraite Vipassana, tu apprends 3 méditations. La première, c'est Anapana, donc ça, c'est la méditation vraiment pour se concentrer. Donc, c'est une méditation pour se centrer sur la respiration naturelle. Donc, c'est pas un travail de respiration, c'est vraiment un travail d'observation de la respiration naturelle qui va nous permettre en fait de calmer le mental, de nous concentrer, de porter l'attention sur ce qui se passe ici et maintenant, et notamment sur quelque chose qui nous suit tout au long de notre vie, à savoir le souffle. Voilà. Et donc, ça va nous permettre petit à petit de focaliser notre attention sur des endroits plus petits au niveau de la respiration, au niveau du nez, et de commencer à sentir les sensations. Ensuite, dans Vipassana, la méditation Vipassana, donc il y a la vision pénétrante, à ce moment-là, on va balayer tout le corps pour observer les sensations. Voilà. Donc au début, juste en faisant de la tête aux pieds, puis en faisant de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Et ensuite, en faisant, souvent il peut y avoir un flux d'énergie, donc on balaye comme ça. Bref, ça c'est Vipassana. Et la dernière qui arrive à la fin, c'est Metta Bhavana. Et là, c'est juste énorme aussi, parce qu'en fait, on est centré sur nous-mêmes pendant tout ce temps-là. Et Metta Bhavana, c'est une méditation de compassion, en fait, une méditation de partage. Pour tous les êtres, pour partager en fait sa paix intérieure et son harmonie avec tous les êtres. Donc c'est une méditation à la fin de notre méditation, on envoie tout ça pour que tous les êtres puissent être libérés de leur souffrance. Voilà. Donc, c'est vraiment complet en fait. Voilà. Donc oui, je le recommande à tout un chacun de faire cette expérience. Si c'est ce que vous sentez, hein, il faut toujours pareil, il faut s'écouter. Mais oui, pour tous ceux qui se disent tiens, j'ai envie d'être mieux dans ma vie, j'ai envie de me libérer de mes souffrances, ou j'ai un problème, par exemple d'addiction, il y a des choses incroyables qui se passent, des gens qui ont des problèmes soit à l'alcool, la drogue, le sexe, toutes sortes d'addictions, et qui y vont, et par cette méditation-là, arrivent à complètement passer au-delà de ces addictions, à découvrir pourquoi en fait, en tout cas pas découvrir le pourquoi, mais à ne plus être assujetti à cette addiction en sortant de là. Revenir un petit peu à l'essentiel, à soi, à l'aspect vibratoire et la connexion entre les personnes. Voilà, on est tous connectés les uns aux autres, et effectivement tout ce qui nous rapproche, bah, c'est ce message d'amour, de gratitude, de partage tous ensemble. Et c'est vrai que là on se met peut-être dans une petite bulle, et après on s'aperçoit qu'effectivement bah, on partage tous la même bulle malgré tout, et du coup c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses tombent et on se sent sans doute plus libre. Ah, bah, ça, il va falloir que j'y passe, il y a pas photo, ça, je vais me réinscrire. Et après, je sais pas, je sais qu'il me semble que une fois que tu as fait Vipassana, après tu peux devenir bénévole, tu peux aider, ou est-ce que tu vois d'autres étapes après ça? Exactement, en fait, oui, moi, c'est le début du chemin, hein. C'est le début, sachant qu'en fait, quand on termine Vipassana, il est recommandé pour ceux qui le souhaitent, pour ceux à qui ça a apporté quelque chose et qui ont envie de continuer sur ce chemin-là, pour continuer justement à nettoyer, parce que on ne nettoie pas tout en 10 jours. Moi, par exemple, je vais pas nettoyer 34 ans de ma vie en 10 jours, et en plus, après, si chacun ses croyances, mais s'il y a des vies antérieures, etc., enfin, ça demande du temps. Donc ce qu'il est préconisé, c'est de continuer la méditation, ce que je fais, c'est-à-dire de faire 1 heure de méditation le matin et 1 heure le soir, en tout cas 2 heures de méditation dans la journée, pour continuer à travailler. Ensuite, il y a plusieurs choses qui s'offrent à nous pour continuer, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité donc de revenir évidemment pour refaire en tant qu'ancien étudiant des séjours de 10 jours, ou après plus tard à l'étranger. En France pour le moment il n'y en a pas, mais en Angleterre il y en a par exemple des séjours de 20 jours, de 15 jours, 20 jours, 35 jours je crois, enfin 40 jours même. Donc ça peut être aussi quelque chose. Sinon, de refaire des séjours de 10 jours. Et comme tu le disais, puisque Vipassana, il faut savoir, c'est entièrement gratuit. Tout fonctionne sur les dons. Et on a le droit de donner qu'une fois qu'on a fait
le séjour, l'expérience de Vipassana. Donc comme autre expérience, on peut aussi aller donner de son temps en tant que bénévole. Donc ça peut être bénévole pour les travaux qu'il y a à faire dans le domaine, ça peut être pour aider à l'arrivée, à la gestion, à différentes gestions que représente en fait cette association, mais également pour, comme moi quand j'y étais, il y avait des bénévoles qui préparaient à manger, qui faisaient le ménage, qui s'occupaient de tout. Moi aussi, d'aller rendre ça à cette association en offrant mon temps pour être bénévole, sachant qu'en fait, c'est ce qu'ils expliquent très bien. Et c'est pour ça que d'ailleurs ceux qui font ça sont appelés des servants. Alors on pourrait dire, c'est bizarre d'appeler ça des servants, mais c'est vraiment, ça reprend le côté noble du mot servant, c'est-à-dire c'est être au service d'eux. Être au service d'eux sans attente, sans contrepartie. Ça vient aussi enlever les couches d'ego et d'être vraiment dans le don de soi. Donc ça participe en fait complètement aussi au processus de Vipassana. Et d'ailleurs, ils nous ont dit que quand on faisait un séjour en tant que servant, et j'ai eu des retours de personnes qui l'ont fait, ça, dans la pratique quotidienne, dans son avancée personnelle, ça avait un grand impact. Donc voilà, il y a aussi cette possibilité-là. Et on peut aussi également, en tant que bénévole, les aider. Par exemple, moi je suis à Nice, donc c'est vrai que je ne peux pas aller évidemment tout le temps à Auxerre pour aider. Donc il y a aussi, on peut les aider de chez nous. Il peut y avoir des choses à faire, je pense, de la comptabilité ou de la gestion, de l'envoi d'email ou des choses comme ça. Donc il y a plein de choses qui sont possibles. Et la dernière chose qui est possible, c'est il y a différents petits centres ou petits lieux en France où on peut faire des séjours, quand on est ancien étudiant, faire des séjours de une journée. Par exemple, à dimanche, je vais aller à Aix-en-Provence faire une journée Vipassana. Donc là, ça permet de se regrouper dans plusieurs anciens étudiants et de se remettre le temps d'une journée en fait dans cette ambiance-là et dans ce travail-là en commun, quoi. Voilà. Ah bah c'est tout un beau modèle et tout qui a l'air de bien fonctionner et c'est vrai que moi sur la bienveillance, c'est vrai que je me dis quand tu es servant, bah c'est vraiment ça quoi. Tu t'occupes, Ouais. tu es au service des autres et tu penses pas à toi et bon bah voilà, c'est une façon de se libérer de l'ego et de dire bah voilà, j'aide les autres dans un but complètement désintéressé pour qu'ils progressent sur leur chemin et je pense que le monde est en route vers ça et des méditations vipassana et de plus en plus dans le développement personnel ou partout. On parle de plus en plus de méditation, même à l'école, même partout. Donc je pense que c'est ce qui va sans doute exploser dans les années à venir. C'est vraiment ce retour à soi parce que la solution, elle est intérieure et on peut chercher plein de choses à l'extérieur ou rendre responsable l'extérieur, mais en fait, on a tout à l'intérieur. Bon, après, c'est vrai que Ça. c'est un petit peu difficile de se concentrer avec tout le stress ambiant, avec tout le monde autour. Donc c'est pour ça que ce genre de technique se développe. Donc, et j'en suis ravi d'avoir ton retour d'expérience. Et moi, ça me motive à m'inscrire pour une prochaine session en espérant que je passe le cap des listes d'attente. Mais bon, c'est qu'une question de temps et ça se fera. Je sais pas, Ouais. je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu veux conclure ou... Moi, je te remercie déjà d'avoir pris le temps de faire ce moment de partage parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient profondément à cœur. C'est vraiment quelque chose qui est en train de transformer littéralement ma vie. Et donc, je te souhaite exactement la même chose et la même chose à tous ceux qui vont écouter cette vidéo et qui auront envie de faire ce magnifique chemin qui est en fait le premier pas d'une longue route, quoi. C'est vraiment, allez-y, quoi. Voilà. C'est le mot que j'ai envie, c'est allez-y. Et je dirais aussi une phrase qui est dit souvent, en fait, le créateur de cette école, en fait, c'est Ngwenka, et qui termine toujours par soyez heureux. Soyez heureux. Voilà. Et là, vous avez un outil pour l'être.
Voilà. Je crois qu'il n'y a pas un meilleur mot de la fin que celui-là. Écoute, je te remercie aussi pour ton temps et ton partage d'expérience. Ça m'a fait vraiment très plaisir d'entendre ça et j'espère que ça inspirera de nombreuses personnes à suivre ce chemin-là. Hein, et voilà, merci Julien, merci à toutes et à tous Merci à toi. d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à me suivre et à suivre Julien parce que je pense qu'on ne va pas en rester là. Comme dit Julien, c'est les premières étapes et voilà, on va progresser tous ensemble sur ce beau chemin en espérant qu'on va inspirer d'autres personnes à faire comme nous. Voilà. Donc merci encore et puis à très bientôt pour de nouvelles sources d'inspiration. Merci Julien. Merci Julien. À bientôt. À bientôt.